À l'une de l'actualité, nouvelles mesures pour les services mobiles monnaie, recherche de crédit et abonnement Internet. Pour bien expliquer les bien fondés de cette décision, deux ministres étaient face aux organisations fêtières du monde rural. Ce soir, nous allons à la rencontre de trois femmes qui évoluent dans l'entrepreneuriat. Ces trois dames arrivent à tirer leur épingle du jeu avec courage et persévérance. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, 5e et 6e journée, la liste des Aigles du Mali a été publiée par le sélectionneur national des Aigles. La liste est composée de 25 joueurs. Plus de détails dans la page sport. Et Grand Prix cycliste de l'ORTM, c'est le 6 avril prochain et les pays de l'espace AES sont invités à cette première édition. Une conférence de presse a été organisée ce matin pour donner plus de détails. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Vous le savez certainement, une nouvelle mesure est en application au Mali sur les services de mobile monnaie, de recherche crédit, d'abonnement, de fixe et d'Internet. Pour expliquer les bien fondés de cette décision, le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'élevage et de la pêche étaient face ce matin aux organisations fêtières du monde rural. Tchimoro Konati. Le peuple malien, désormais comme seul garant de sa souveraineté. Une décision empreinte de détermination dont le substratum s'appelle la synergie. La trajectoire tracée par les autorités de la transition nécessite une contribution collective aux actions de développement. Comme stratégie, des prélèvements sont désormais effectués sur les opérations de recherche téléphonique et de transactions. Une stratégie de mobilisation des fonds constituant le centre d'intérêt d'une campagne de sensibilisation. Pour la présente séance, la voix du gouvernement est portée par Daniel Siméon Kéléman et Youbaba, respectivement ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. 10% pour les rechargements de crédit du téléphone et le montant des factures, des abonnements et des consommations téléphoniques et Internet. Et 1% pour les opérations de retrait sur mobile monnaie. Les calculs réalisés sur la base des prélèvements des 1 et 10 sur les réalisations cumulées de l'année 2023 au niveau des services susvisés par les 3 opérateurs de téléphonie du pays donnent un montant annuel de 109,66 milliards de francs CFA au fonds. Ce fonds sera utilisé pour faire face aux défis énergétiques, d'infrastructures de base, des inégalités sociales et des infrastructures du système productif. Cette décision traduit la volonté des autorités de sortir le peuple de l'impasse que le pays traverse depuis plus d'une décennie. Situation sécuritaire peu reluisante, rupture avec la CEDEAO suite aux sanctions illégales, départ de la quasi-totalité des partenaires. Les conséquences sont multiples et variées. À cet effet, nous devons compter d'abord sur nos propres moyens à développer et transformer nos ressources agricoles. Pour y parvenir, nous devons donc faire appel à notre sens élevé de patriotisme, notre génie créateur. Si la durée de fourniture de l'électricité à Bamako, par exemple, ne dépassait pas 7 à 9 heures de temps par jour, quelques semaines après la mise en place de ce fonds, le courant est fourni pendant près de 19 heures par jour. Les organisations fêtières du monde rural réitèrent sans réserve leur adhésion à la démarche. Lorsqu'on parle de souveraineté, d'indépendance, de développement endogène, on parle surtout de sacrifice. Il n'existe pas de grande nation au monde qui n'est pas passée par ce canal. La seule nation bombardée avec des armes atomiques qui, à un moment de son histoire, a changé, c'est-à-dire son modèle même de fonctionnement pour se concentrer exclusivement sur son pays. Moi, j'ai assisté à ça, c'était en Malaisie, où des femmes ont enlevé leurs bijoux pour aller le fondre, pour garantir la Malaisie, l'économie malaisienne. Parce qu'ils ont dit que tout ce qu'ils ont en commun, tout ce qu'ils ont de réel, c'est d'abord la Malaisie, au-delà de toutes les richesses individuelles. Cependant, ces organisations du monde rural expriment des préoccupations relatives à l'utilisation judicieuse du fonds et à la création des conditions pouvant contribuer à améliorer leur climat des affaires. Pour ce qui concerne notamment la gestion du fonds, elle ne souffre d'aucune ambiguïté, rassure ses porte-parole du gouvernement, soulignant la mise en place d'un comité restreint de pilotage de 11 membres devant assurer la transparence.
Même exercice à Taoudéni, une rencontre qui a regroupé les représentants des forces vives et autorités régionales a été initiée dans ce sens. Les participants se sont engagés pour la souveraineté nationale à travers la dissémination des objectifs et la gestion de ces taxes dans les localités respectives. Reportage Fousseni Samake et Yacouba Koni. La souveraineté nationale malienne nécessite beaucoup de résilience de la part des populations. C'est pour expliquer aux forces vives de la région de Taoudéni les objectifs des nouvelles taxations sur les opérations téléphoniques que cette rencontre est organisée. Permis aux populations de comprendre pourquoi, l'objectif de cette taxe, puisque c'était très important. Même s'il n'y avait pas de refus, il y avait quand même une ombre ou bien une incompréhension. Donc aujourd'hui, les autorités de la transition ont besoin de cet accompagnement pour qu'on ait vraiment un État souverain. Quand nous voyons l'œuvre sociale même du président de la République qui donne les 2/3 de ses droits pour les sociales, et qu'est-ce qui nous empêche, nous, pour venir en aide aussi sur ce problème social? Les échanges avec les chefs de fraction, les responsables des services et autres forces vives ont permis une meilleure compréhension et surtout d'éviter les spéculations faites par les personnes mal intentionnées. Cette taxe se fait pour qu'on puisse changer la vie de la population. Et je dis aussi, il faut que les gens doivent le comprendre pour que chaque responsable au niveau de cette région, qu'il peut aller au niveau de sa famille, au niveau de son cercle, pour qu'il va donner l'explication aux populations. Les représentants des différentes organisations de la société civile se sont engagés à donner la bonne information, chacun à son niveau, pour soutenir les autorités de la transition. Ouverture le 7 avril prochain de la deuxième phase de recensement général agricole à la faveur du deuxième comité de pilotage. Les administrateurs ont passé en revue les résultats de la première phase avant de dégager les perspectives. Et nous retrouvons Thiamogo Konaté. Des données fiables sur le monde agricole servant de baromètre pour une politique agricole plus performante. À la faveur de ce comité de pilotage deuxième du genre, les administrateurs se prononcent sur la première phase du recensement général agricole avant de dégager les perspectives. Une opération à dimension nationale élargie à l'enregistrement des exploitations et entreprises agricoles. 816 239 exploitations familiales ont été dénombrées, sur lesquelles 676 484 sont entièrement recensées. Les exploitations complètement recensées sont composées principalement de 466 852 agro-éleveurs, donc 13 066 dirigés par les femmes, 180 263 éleveurs purs, c'est-à-dire des pasteurs, donc 17 428 ont un chef d'exploitation femme. Autre volet stratégique de ce recensement, celui consacré au cheptel qui présente une note d'espoir eu égard aux résultats engrangés. Concernant le cheptel, il a été compté 3 569 515 bovins, et 3 752 974 ovins et 5 229 099 caprins. Des résultats encourageants qui ne doivent cependant occulter les difficultés ayant pour nom insuffisance de financement, insécurité et inondation dans certaines localités. Il s'agit donc pour les administrateurs de faire des propositions susceptibles d'entamer la deuxième phase de ce recensement. Le plan d'action soumis comporte des activités relatives, entre autres, à la collecte des informations complémentaires sur les productions végétales, mais aussi et surtout celles ayant trait au comptage des animaux, grâce auxquelles nous attendrions des estimations fondées sur les effectifs de toutes les grandes espèces animales se trouvant dans le viseur de notre politique de développement agricole. A souligné que la première phase du recensement général agricole, ainsi passé au peigne fin, s'est déroulée du 15 juillet au 15 novembre dernier. S'agissant de la deuxième phase, elle couvrira la période allant du 7 avril au 7 août prochain. 13e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire. Cette session passera en revue le procès-verbal et le rapport annuel de performance 2024. Il sera aussi question du contrat annuel de performance et du budget 2025 de l'Institut. Un reportage de Mamadou Fani.
Chargé de définir la stratégie de l'établissement et de déterminer son mode d'organisation, la 13e session du conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo est un moment propice pour les administrateurs d'évaluer les performances de l'Institut réalisées en 2024. Les défis de l'Institut restent toujours élevés avec une augmentation continue des besoins en formation en 2025. Les priorités, je crois que c'est autour de la formation des auditeurs de justice et des greffiers en chef stagiaires. Ça, c'est la priorité des priorités. Jamais l'Institut national de formation judiciaire n'a reçu en même temps un nombre aussi important d'auditeurs de justice et de greffiers en chef stagiaires. Nous avons 218 auditeurs de justice qui sont présentement en formation ici à l'Institut national de formation judiciaire. 200 auditeurs de justice de l'ordre judiciaire, 28 auditeurs de justice de l'ordre militaire. Nous avons 120 greffiers en chef stagiaires qui sont là présentement et 120 greffiers en chef stagiaires qui s'apprêtent à intégrer l'Institut dans les jours à venir. Le grand nombre ne va jamais entamer cette qualité. Vous ne pouvez pas être magistrat tant que nous n'avons pas la certitude, le jury n'a pas la certitude que vous avez acquis les capacités nécessaires pour être magistrat. Avec un budget 2025 en baisse par rapport à l'année précédente, l'Institut entend maintenir ses ambitions à la hausse conformément aux recommandations de la dernière session de son conseil d'administration. Les sessions du conseil d'administration, au-delà d'être des prescriptions légales ou des rencontres fortuites, demeurent des opportunités pour les administrateurs et les gestionnaires d'échanger dans un esprit de partage constructif, de donner des orientations, de mener des réflexions constructives et de prodiguer des conseils à partir d'analyses pertinentes autour des documents et projets normatifs ayant trait à la vie et au devenir de l'établissement public. Le projet de budget pour l'année 2025 de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 342 499 000 francs CFA contre 2 375 484 065 francs CFA en 2024, soit un taux de diminution globale de moins 76%. Cette diminution s'explique par la fin des travaux d'investissement liés à la réalisation de la maison justice de Mopti avec la part des partenaires techniques et financiers qui passe de 1 132 985 065 francs CFA à 100 millions de francs CFA. La bonne gouvernance et la rationalisation des ressources allouées à l'Institut sont aujourd'hui des mises pour permettre d'offrir à la justice malienne des compétences à la hauteur des défis. Et cette 13e session du conseil d'administration est l'occasion pour les administrateurs de l'Institut de baliser le terrain pour l'atteinte des objectifs. 15e assemblée consulaire du Conseil malien des chargeurs. La corporation a connu une année difficile mais ambitionne de changer la donne en agissant sur les investissements pour booster le trafic marchandises. Ils ont fait le point de la situation pour l'année écoulée et ont élaboré un budget et un plan d'action pour la nouvelle année. Compte rendu à Lucénie Touré. Le Conseil malien des chargeurs est une organisation professionnelle qui réunit plusieurs corps, dont les transporteurs et les transitaires. Parmi ses missions, l'approvisionnement correct du pays et la défense des intérêts des chargeurs. Organisation reconnue d'intérêt public, le Conseil malien des chargeurs a été d'un grand apport lors de l'embargo imposé à notre pays. Ce regroupement sera l'occasion pour la corporation de rebattre les cartes et procéder à une analyse de la situation afin de corriger le tir. Dans la chaîne d'approvisionnement, nous jouons un rôle très important. C'est vrai que pour ce travail, nous avons besoin de beaucoup d'infrastructures par rapport, par exemple, les routes, les pôles secs, autre chose. En tout cas, notre objectif, c'est de faire en sorte que vraiment nous puissions ravitailler suffisamment le pays et à moindre coût. Le ministre de tutelle a rendu hommage aux chargeurs pour leur résilience et surtout pour leur amour du pays. Cependant, elle les a exhortés à toujours rendre compte à leur base des devoirs de redevabilité exigent. Aussi, elle leur a demandé de mobiliser les ressources et d'optimiser la gestion de ces ressources. Je souligne à votre attention l'obligation de redevabilité envers vos mandats et l'obligation de légalité de vos actes. J'ajouterai volontiers l'exigence d'une gestion optimale des ressources au regard du contexte national.
Je vous exhorte à cet égard à l'utilisation rationnelle, sinon patrimonieuse, des ressources et moyens de l'établissement public. Je vous recommande vivement d'orienter les programmes d'activité 2025 vers les investissements structurants qui sont bénéfiques pour les chargeurs et importants pour le développement des corridors, les secteurs des transports et l'économie nationale. Le ministre a également informé les chargeurs d'une décision importante, celle de l'interdiction de circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit à partir du 1er avril prochain. Rôle et place de la jeunesse dans la refondation du Mali, c'est le thème d'un masterclass animé par le ministre en charge de la jeunesse et celui de l'enseignement supérieur, occasion de faire le tour d'horizon des sources de revenus de l'État. Tchemogo Konati. Une présentation aux allures d'un cours magistral sur le concept de la citoyenneté. Il s'agit d'une interactivité entre le ministre en charge de la jeunesse et les étudiants d'une université privée de la place. L'exercice se déroule à Yelibougou, en commune 1 du district de Bamako. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, dans son manteau de pédagogue, tente d'éclairer la lanterne de ses jeunes interlocuteurs sur leur rôle et place dans la refondation du Mali. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une grande réforme au niveau de nos institutions, au niveau de l'État de façon globale. Et nous voyons qu'il est très important que nous puissions attirer l'attention des jeunes sur leur rôle aussi à jouer. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice qui concerne l'État, mais c'est un exercice qui concerne tous les acteurs clés au niveau de l'État. Et ça nous a permis de discuter vraiment de plusieurs points, des points en lien avec la refondation. Pourquoi elle n'est pas semblable à la reconstruction. Le ministre Fomba a étendu son exposé aux différentes initiatives du gouvernement, issues notamment des Assises nationales de la refondation, citant en exemple l'adoption de la nouvelle constitution et le nouveau code minier avec en ligne de mire la loi sur le contenu local. Aussi, a-t-il invité les étudiants à plus d'initiatives et de créativité, à l'image de Sori Ibrahim Al-Bakr Kone qui a créé depuis peu un cadre d'apprentissage de l'anglais. In Mali, students they can make 10 years and maybe 15 years and they can even start a conversation in English. That is actually the problem we want to solve. Au Mali ici, le problème est que les jeunes ils peuvent faire 10 ans, voire 15 ans d'études et ils peuvent même pas faire une conversation en anglais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un club d'anglais pour tous les Maliens. Il faut savoir que le citoyen, c'est celui qui contribue à l'évolution et au développement de son pays. Et ça passe par plusieurs choses, y compris les impôts et les taxes, mais aussi l'animation civique. Les jeunes aujourd'hui, ce sont des nouveaux penseurs avec les nouvelles technologies, les innovations, la créativité. Je pense que les jeunes doivent pouvoir s'investir énormément avec tous ces atouts qu'ils ont. Cette initiative est soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre en charge de la jeunesse a fait une intervention que j'ai qualifiée magistrale, qui est faite à l'aide des méthodes de pédagogie innovantes, en mettant en situation les étudiants eux-mêmes et en faisant des études de cas. Donc ce qui a permis aux uns et aux autres de saisir la quintessence de son intervention et la responsabilité que les uns et les autres ont dans la refondation de l'État. Sentiment de devoir accompli donc pour les deux membres du gouvernement qui ont reçu de la direction de l'établissement des présences symboliques pour la rupture du jeûne. Grand format de cette édition et nous allons à la rencontre de trois dames, un dénominateur commun. Elles évoluent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Néné Silla est dans la gastronomie, Zena Sidibé vend des galettes. Quant à Linda Fanta Keita, elle propose des paniers ramadan et chacune d'elles tire son épingle du jeu. Suivons donc Awama Kamara pour découvrir le quotidien de ces trois braves dames. Le ramadan est une période d'introspection spirituelle, mais pas que. Il est aussi un moment de générosité et de partage. De plus en plus, des jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat et profitent de cette occasion pour proposer des services qui répondent aux besoins des fidèles. On va mettre maintenant le mini sandwich. On met 5 pièces de chaque variété dans le plateau de 15 000 francs. Guindo Néné Silla a 30 ans. Elle a un master en hôtellerie et voulait être hôtesse de l'air. Des métiers qui devraient lui permettre de voyager et d'enrichir son expérience dans le domaine de la gastronomie et de l'accueil. Mais finalement, la passion l'emporte. Elle gère ce fast-food dans un quartier de Bamako. Pourtant, c'est pendant le ramadan qu'elle a décidé de se réorienter. Passionnée de cuisine et de pâtisserie, elle a vu une opportunité dans la demande croissante de petits fours pour la rupture du jeûne. Nos plateaux sont à partir de 10 000 francs CFA.
10 000 francs CFA composés de 25 pièces, 15 000 francs composés de 40 pièces et 20 000 francs composés de 50 pièces. C'est composé que de mignardises salées. Avec son souci du détail, Néné a su séduire sa clientèle et tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, elle emploie plus d'une vingtaine de personnes. Les travaux commencent depuis 7 h du matin et ne se terminent qu'à 17 h, 7 jours sur 7. Mais il faut que les plateaux sortent avant 16 h. C'est ce qui nous met surtout la pression. La demande est énorme. Du coup, il me faut plus de main-d'œuvre. Cette dame a plusieurs cordes à son arc. Opératrice culturelle, Zeina, vendeuse de galettes à 16 heures perdues. Travaillant à temps plein dans une entreprise de multimédia de la place, elle profite de la pause dans son secteur pour transmettre un savoir-faire culinaire hérité de sa mère pour répondre à la demande croissante des clients en ce mois béni. Vendre du froufrou, c'est du théâtre social en fait. Tout se passe, les conflits, les discussions, des étrangers qui deviennent des amis. Donc du coup, moi, ça m'inspire en tant qu'artiste de discuter avec les gens et avec la société, les voisins, des thématiques les plus urgentes de notre identité culturelle en fait. Donc c'est lieu de rencontre, de partage et de cohésion pour moi. Linda Fanta, elle, a choisi de combiner tradition et praticité et propose des paniers ramadan personnalisés. Chaque panier est rempli de délices soigneusement sélectionnées en fonction des prix. Il permet aux fidèles de rompre le jeûne de manière conviviale et délicieuse. Chez nous, le prix le plus élevé est 250 000. C'est le panier Ultra VIP, composé de produits d'épicerie fine d'exception. Ensuite, on a le panier VIP à 200 000 et on a le panier standard à 50 000 qui est composé de produits, pour la plupart, produits maliens. Bien que ces femmes réussissent à générer des revenus importants pendant le mois de Ramadan, elles doivent néanmoins jongler avec de nombreux obstacles au quotidien. Que ce soit à travers des galettes, des paniers ou des plateaux de petits fours, ces entrepreneurs démontrent que le Ramadan est bien plus qu'un mois spirituel. C'est aussi une période où l'entrepreneuriat et le partage se rencontrent. Toute chose qui fait la richesse de cette période bénie où chacun y trouve son compte. Et oui, seul le travail paye. Œuvres sociales du président de la transition des familles vulnérables de Nara viennent de bénéficier de kits alimentaires pour bien passer le reste du mois de Ramadan. Le reportage de Idrissa Keita. Des kits alimentaires composés de riz, maïs, de sucre et d'huile pour les personnes vulnérables et veuves de la région de Nara. Ce don du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, dans le cadre de Sungalo Solidarité 2025, vise à amoindrir les dépenses de ses bénéficiaires pendant ce mois béni de Ramadan. Le mois de Carême est un mois de partage au cours duquel les actions de solidarité se multiplient dans le pays à travers les dons de produits alimentaires en faveur des couches vulnérables, la distribution des repas. Au total, 100 chefs de ménage, dont 80 femmes de la région de Nara, bénéficient de cette action de bienfaisance combien importante en ces temps difficiles. Le don que j'ai reçu m'a profondément ému. En tant que veuve et chef de ménage, recevoir de l'assistance, c'est comme recevoir des soins et de la nourriture. Qu'Allah vous récompense. Le jeûne par essence, dans la religion musulmane ou chrétienne, est un moment d'abstinence, d'entraide et de solidarité pour les différents fidèles. En vue de les soutenir durant ces périodes sacrées, les plus hautes autorités du pays ont décidé d'organiser cette deuxième édition. Le maire de la commune rurale de Nara a à son tour remercié les autorités de la transition pour cet élan de solidarité avant d'inviter d'autres structures et personnes à emboîter les pas. Et à Bandiagara, dans le cadre de suivi de l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité, le gouverneur de la région de Bandiagara a visité les entrepôts et points de vente de denrées alimentaires. Un reportage de Agibou Koulibaly, Mamadou Sidibé et Oumar Guindo. Accompagné de ses proches collaborateurs, le gouverneur s'est rendu chez plusieurs commerçants de la ville. Cette tournée a permis de constater des stocks conséquents de produits de grande consommation, notamment du riz, de l'huile, du sucre et du thé, assurant ainsi une offre suffisante pour répondre aux besoins des consommateurs. Les commerçants ont salué cette initiative qu'ils qualifient de première du genre.
Le stock que nous avons, on n'a aucun problème dans cela. Même avant aujourd'hui. Bon, malgré l'insécurité, on n'a aucun problème de stock à Bandiagara. Ça, on n'a aucun problème. Nos fournisseurs grossistes, ils sont prêts sur pied à fournir et alimenter la population. Même nous fournissons les autres cercles dans toutes les nécessités et dans toutes les premières nécessités surtout. En prix, en qualité, en quantité. Nous avons des stocks de riz, de sucre et bien d'autres. Et les autorités nous ont beaucoup aidés, surtout le gouverneur de la région de Bandiagara que nous saluons. L'année dernière, nous n'avons même pas eu un camion de sucre. Mais cette année, on nous a donné 1000 tonnes de sucre. Le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence a rassuré sur la disponibilité des produits de première nécessité, précisant que les prix pratiqués restent dans une fourchette jugée raisonnable. Le constat que nous avons fait, nous avons vu que le niveau des stocks des produits de grande consommation, de large consommation tels que les riz, le sucre, l'huile, les pâtes alimentaires, les laits et autres produits sont disponibles dans ces marchés et à des prix raisonnables. Le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant au respect des prix plafonds administrés, une mesure essentielle pour préserver le pouvoir d'achat des ménages en cette période de jeûne. Dans le cadre du mois Sunkalo, nous sommes allés au marché pour voir de visu la disponibilité, la qualité et le respect des prix des denrées alimentaires qui en ce moment sont très demandés. Donc un site au cœur de la ville, dans le marché et dans les deux extrémités. Nous avons pu constater qu'il n'y a pas de crainte à avoir à Bandiagara. Bandiagara dispose dans ses stocks, en tout cas, de quoi ravitailler toutes les populations pendant tout ce mois. Le chef de l'exécutif régional a enfin encouragé les acteurs économiques à poursuivre leurs efforts pour garantir un approvisionnement constant du marché tout en veillant au respect des réglementations en vigueur, contribuant ainsi au bien-être des populations de la région. Vous le savez certainement, des obus ont été lancés sur la ville de Gao. Le gouverneur de la région de Gao a fait le tour des endroits touchés par les obus pour rassurer les populations et apporter le soutien des plus hautes autorités du pays. Il a aussi visité la station régionale ORTM Gao qui a été également touchée. Reportage Aliou Idrissa Meiga. Un des récents obus lancés sur la ville de Gao est tombé à quelques mètres de l'ORTM, non loin également de la direction régionale des douanes. Pour constater les faits, le gouverneur de la région de Gao a effectué une descente sur le terrain. Dans la nuit du mercredi, Gao a été victime de tirs d'obus. Et malheureusement, il y a un obus qui est tombé aux alentours de l'ORTM. Donc avec les autorités régionales, nous sommes venus voir des visites pour encourager les personnels, pour compatir avec eux et pour leur exprimer aussi le soutien des plus hautes autorités du pays et de la région, les encourager à tenir et à être toujours présents. Au cours de ce déplacement, le gouverneur a visité la station ORTM de Gao qui est dans un état de délabrement avancé. De la cabine technique, en passant par le studio, la salle des émetteurs et les différentes sections de l'administration, le chef de la station régionale de Gao a tout montré aux visiteurs du jour. Nous avons vu aussi les locaux de l'ORTM et les équipements qui sont dans un état de délabrement très très avancé, mais nous porterons le message à qui il faut pour que l'ORTM Gao soit moderne au niveau qu'il le faut dans ce siècle de technologie. Après la visite du gouverneur, le chef de la sous-délégation de l'INHCR est venu aussi constater les conditions de travail du personnel de l'ORTM Gao. Nous comptons beaucoup sur le support des médias pour pouvoir vulgariser un peu plus le travail que nous faisons. Ça nous aide également dans le plaidoyer pour faire passer des messages, montrer dans quelles conditions nous sommes en train de travailler, montrer également dans quelles conditions les populations que nous soutenons vivent. Le gouverneur et sa délégation ont aussi rendu visite aux agents de la douane pour les encourager avant d'aller voir les endroits touchés par les obus lancés sur la ville de Gao, histoire de rassurer les populations.
Et à Koutchala, l'ONG Ahmed a remis aux commissions foncières un important lot de matériel, des ordinateurs, des imprimantes et des registres. C'est une activité de mise en œuvre du programme Justice et Stabilité au Sahel. Reportage à Brahima Koné et Amadou Dolo. L'ONG Ahmed et son partenaire Mercy Corps remettent aux commissions foncières COFO des zones d'intervention du programme JAS 17 ordinateurs, autant d'imprimantes, des caisses à faire pour la conservation des documents, des registres et bien d'autres matériels. Toutes choses qui devront contribuer à renforcer les capacités opérationnelles des bénéficiaires du programme JAS, entendez-la par Justice et Stabilité au Sahel. Ces outils sont des outils de travaux pour nous, qui concerne aussi la stabilité dans nos milieux ruraux. Donc je voulais ici remercier très sincèrement nos partenaires d'appui pour cet appui précis. Les COFO font un travail qui permet un apaisement de l'espace de vie. Donc l'action que nous menons doit renforcer la capacité des différents acteurs d'aller plus loin dans la gestion des conflits. Les efforts fournis par le programme JAS lui ont permis de gérer 28 conflits et d'établir 14 procès-verbaux de conciliation déjà homologués par la justice. Les COFO sont très déterminants dans le dénouement du procès à notre niveau. Donc aujourd'hui, moi, je suis très satisfait au niveau de ma juridiction car j'ai peu de litiges fonciers. JAS s'articule autour de 3 axes prioritaires. Le renforcement des capacités, l'amélioration de la résilience face au choc climatique, la production de données probantes par un plaidoyer efficace et une meilleure coordination entre les parties prenantes. Le programme JAS est dédié à l'amélioration des capacités des mécanismes communautaires à prévenir et gérer les conflits liés à la terre et aux ressources naturelles. J'invite les bénéficiaires de prendre soin de ces équipements et de les utiliser à bon escient. Je puisse vous assurer de la totale disponibilité des autorités régionales à accompagner ce programme. Le programme JAS est financé par le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du Développement FCDO du Royaume-Uni. Koulikoro, plus de 650 millions de francs CFA, c'est le montant du projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, composante société civile. Il a pour objectif d'appuyer et soutenir la politique nationale de lutte contre la corruption au Mali. Reportage Adama Traoré. Financé par le Royaume des Pays-Bas à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA, le projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est mise en œuvre par un consortium anticorruption composé de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, de l'ONG ID Sahel et l'association Bemberi. La corruption dans toutes ses formes compromet nos aspirations à une société équitable et transparente. C'est pourquoi notre coalition, avec le soutien de ses partenaires, s'engage résolument à sensibiliser et à outiller les acteurs de la société civile pour qu'ils soient des vigies et des vecteurs de changement dans cette lutte essentielle. Ce projet qui vient de faire l'objet d'une présentation à travers un atelier dans les locaux du gouvernorat de Koulikoro s'inscrit dans une dynamique d'approche multi-acteurs et participative et la prise en compte des priorités des communautés, particulièrement les couches vulnérables. L'objectif du projet, c'est d'appuyer et soutenir la politique nationale de lutte contre la corruption au Mali. Et nous avons un projet qui englobe la gouvernance pour la prévention de la corruption et également une plateforme de dénonciation que nous allons également activer pour dénoncer les cas de corruption que les citoyens peuvent observer ou bien peuvent être victimes au niveau de nos régions. Je vous encourage donc à participer activement aux discussions, à partager vos réflexions et suggestions, car c'est grâce à notre collaboration que nous pourrons continuer à progresser et à réaliser notre vision commune d'un monde juste, équitable et sans corruption. Ces projets pilotés couvrent 5 régions et 15 communes du Mali.
Les producteurs agricoles du cercle de Tonka sont mieux outillés en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire. Les membres de l'Union des coopératives multifonctionnelles du lac Oro ont bénéficié de matériel et d'intrants agricoles d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA. Tombouctou et Idrissa Goulou Sissoko. Augmenter la production agricole des membres de l'Union des coopératives multifonctionnelles du lac Oro, tel est l'objectif de cette donation de matériel agricole. En effet, le gouvernement vient de mettre à la disposition des producteurs du cercle de Tonka 2 tracteurs et accessoires, 2 motopompes, 2 motobennes, 3 batteuses, 2 motoculteurs et une grande quantité d'intrants agricoles pour un coût de plus de 150 millions de francs CFA. Ces équipements qu'on vient de nous donner vont beaucoup aider. Nous cultivions presque à la main. C'est pénible et on n'en pouvait plus. L'espace qu'on cultive n'est pas assez par faute d'outils modernes. Avec ces acquisitions, nous irons plus loin et vite. Je remercie vraiment cette délégation spéciale qui n'a même pas eu un grand temps et qui nous a accepté quand même nous offrir vraiment ces joyaux que nous venons de recevoir aujourd'hui. Et ce joyau vient aujourd'hui à la population qui couvre de 81 760 habitants. Et réellement, et ce joyau aussi va à un lieu dont le besoin se fait sentir. Et nous tenons aujourd'hui auprès de l'ICAMO aujourd'hui, qui encadre vraiment ces populations pour en faire bon usage. Ce geste des autorités nationales va contribuer à soulager les producteurs agricoles, car cette année, les inondations ont fortement perturbé les productions. Une des préoccupations des plus hautes autorités, c'est de faire tout ce que nous devrons faire à notre mieux possible pour améliorer les conditions de vie des gens, c'est la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Nous espérons que ça va beaucoup impacter l'agriculture. Avec ce coup de pouce, le secteur agricole du cercle de Tonka sera carrément boosté, car avec le lac Oro, cette zone reste un bastion de production de plusieurs spéculations agricoles. Et dans le cadre de la célébration du 8 mars, nos projecteurs sont lancés sur Rokia Traoré et Julie Traoré. L'une est ingénieure de son et l'autre est camérawoman. Ces 2 femmes forcent l'admiration à Bozola, 2 Amazones de l'ORTM avec Aïssata Koumbakane et Soumaïla Konari. Micro, mixette, casque et les câbles. Autant de matériel du travail pour avoir un son audible et agréable à l'écoute. Et c'est le quotidien de Ouedraogo Rokia Traoré, ingénieur de son à l'ORTM depuis 30 ans. À force de résilience, cette femme de terrain, Rokia a réussi à s'imposer dans ces domaines encore très masculins. Un choix ou une destinée forgée au service de la nation? C'est un choix, la passion de l'audiovisuel. Je suis la seule dans ma famille à aller vers ces domaines. J'ai toujours aimé les sons. J'écoutais permanemment la radio. C'était comme un mystère pour moi. D'écouter la voix des gens à travers la radio, on ne les voit pas. Donc, ça m'a motivé quand même à aller vers ça. En tout cas, notre Nyelini, au service de la nation, a su s'adapter, car l'architecture, tel un rêve, était déjà tracée et c'était une de ses ambitions d'enfance. Quand elle est venue de l'ESICA, elle était en stage ici. Cela trouvait que nous, on était en train d'installer la chaîne 2. Elle était parmi les gens qui ont installé la chaîne 2. Et ça fait très longtemps qu'elle est dans ça et elle a aimé et elle a percé là-dedans. Mariée et mère de 4 enfants et 2 petits-fils, la fille de Cheikh Amara Traoré s'est passée entre ses responsabilités familiales et son travail tel un jeu programmé. À la maison, ici, il y a des gens qui peuvent m'aider à faire le boulot. Donc on travaille ensemble. Soutenue par son époux qui comprend l'enjeu, tout comme ses collègues, et chacun sait apprécier la simplicité d'une femme courageuse et ferme, sociable et véridique. Le jour du mariage même, je me rappelle, on m'a dit à la mairie que voilà, tu as une femme qui travaille à l'ORTM. Le travail de l'ORTM, ça n'a pas une heure fixe. J'ai dit, mais ça ne me dérange pas. Quelle que soit l'heure à laquelle elle rentre à la maison, si c'est le travail, ça ne me dérange pas. Malgré son boulot, ça n'entrave pas ce qu'elle fait à la maison. Si elle quitte le boulot, elle s'occupe de moi. Avant d'aller le matin, elle s'occupe carrément de moi. Madame Ouedraogo, je lui souhaite une bonne continuation
dans le travail. Dans notre milieu de prise de son, elle est l'une des rares à s'y être essayée et à rester et à faire ses preuves. Le son est un peu complexe. Il faut l'aimer pour pouvoir exercer dans le son. Une autre actrice, autre réalité et autre activité avec notre seconde femme de ce 8 mars. Djenaba Anne-Marie Julie Traoré, affectueusement appelée Julie la Noire, caméra woman depuis plus de 10 ans. Mariée et mère d'un garçon, nous partage sa passion pour ces métiers. L'idée, c'était d'abord la photo. Je me suis rappelé des souvenirs en famille avec la maman, avec mon beau-père. Quand je la voyais me prendre en image, la chose qui m'est venue dans la tête seulement, c'était de mettre la différence entre moi et les autres. Et cette différence, ça a été la caméra. Mon tout début à l'image, j'ai commencé ça chez Djongoloni, Djongkom. Et de là-bas, je suis allé chez Youssouf Kouakou Ouattara, l'un des réalisateurs des clips et puis des documentaires. C'est une caméra woman battante. Elle est toujours disponible pour travailler. C'est un rassembleur, Abébé Franon en un mot. Donc, chaque jour que Dieu fait, c'est elle qui prépare pour les agents. Donc, c'est déjà un bon signe. Avec nos deux icônes de générations différentes, des femmes qui font leur pas dans l'ingénierie et les sons ou encore la caméra montrent toute la capacité des femmes à s'illustrer plus. Ces activités sont aujourd'hui de plus en plus pratiquées par l'autre moitié du ciel, pour ne pas dire les femmes. On n'est pas trop habitué à embrasser le métier genre. Bon, comme on trouve que la caméra, c'est le métier des hommes. Le tout début, on disait que je ne suis pas malienne. Et puis ma façon de m'habiller faisait que vraiment j'attendais toutes sortes de choses sur moi jusqu'à ce qu'il y avait de ces moments où vraiment je voulais abandonner. Au début, je peux dire que ça a été facile comme pas facile. Parce que étant dans le milieu des hommes, il y a des gens qui comprennent, d'autres ne comprennent pas. Les gens qui comprenaient, ils m'ont toujours aidé. Jusqu'à présent, ils continuent à m'aider. Mais par contre, d'autres, vraiment, c'était difficile avec eux. Comme dans toute autre activité, les contraintes ne manquent pas. Moi, je traversais le pont là, à pied, pour aller à la maison. Et puis venir au travail. Souvent, on me donne des jetons pour prendre les taxis ou bien les Sotraman. Le jour que je n'ai pas eu de Sotraman, je traverse le pont à pied pour aller à la maison. Moi, étant enceinte, j'ai travaillé. Et je crois que c'est ça même qui m'a beaucoup aidé à surmonter ma grossesse, parce que le temps est passé tellement rapidement que moi-même, je ne me suis pas rendu compte parce que je ne suis pas restée à la maison. Donc je venais au travail, je partais à l'école et je partais au sport. Elle vient d'avoir un bébé. Et elle devrait prendre 3 mois de congé. Mais elle-même, elle était pressée pour venir prendre la caméra. Donc ça, c'est un exemple que c'est une femme qui est dévouée et qu'elle veut être comme les hommes. Donc, dans notre milieu, on le dit souvent, Mousso Tsega Baraïnia, quoi. Mais elle est exceptionnelle, quoi. Les difficultés qui n'entravent en rien la détermination de ces femmes. Elles sont peut-être peu en nombre, ces femmes qui évoluent dans des secteurs d'activité autrefois réservés aux hommes. Aux femmes aussi, il ne suffit pas seulement de rester dans les bureaux et autres, ou bien à la caméra. Il y a la mécanique, il y a plein de choses qu'aujourd'hui, tant que tu veux là, il faut tout en mettre la différence. Vous voyez? C'est comme si on me disait, si on me demande aujourd'hui qu'est-ce que je vais être, je dirais que je vais faire chauffeur musulman, chauffeur de car. À curiosité, Ouedraogo, Ourikia Traoré et Traoré Julie Traoré montrent la voie et prouvent que tous les métiers peuvent se conjuguer au féminin.
Et oui, que des exemples à Bozola. Et en image, notre compatriote et non moins directeur exécutif de Open Mali, Louis Cheikh Sissoko, est élu à la tête du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Il aura dorénavant la responsabilité de renforcer le dialogue entre la société civile africaine et les institutions de l'Union africaine. Il devra porter haut la voix des pays africains dans la prise de décisions stratégiques pour le développement du continent. En cette heureuse circonstance, les ONG des Nations Unies expriment leur total soutien à Louis Cheikh Sissoko et lui réaffirment leur engagement à travailler en étroite collaboration avec lui pour un développement harmonieux de l'Afrique. Toutes nos félicitations à Louis Cheikh Sissoko, élu président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a opéré des réformes majeures dans le cadre du renforcement des capacités du personnel judiciaire, des recrutements du personnel judiciaire, des magistrats, des greffiers, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Écoutons donc un extrait de l'intervention de Dr Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Si vous prenez sur les 3 ans, rien que pour les magistrats, nous sommes à 316 magistrats. Le chiffre de 316 magistrats est un chiffre expressif. Expressif en ce sens que si vous prenez le nombre total de magistrats de nos jours, en décembre 2024, ça se chiffrait également à 499. Et rien que les recrutements de ces 3 dernières années, nous sommes à 316 magistrats. Et 316 magistrats, c'est plus de la moitié du nombre total de magistrats en 3 ans. Vous aurez des admis emblématiques, des gens qui, en réalité, en termes d'état de fortune, en termes de relations sociales, personnelles, qui n'ont aucune connaissance capable de les aider. Avec plus de 300 magistrats recrutés dans ces conditions, on peut estimer que la postérité est très bien assurée. À suivre donc dans nos programmes juste après ce journal et magazine sur la transparence des concours de la magistrature et le nombre de magistrats recrutés en 3 ans. AES Actualité au Burkina Faso, le capitaine Sié Landry Ouattara est le nouveau commandant de la 15e compagnie d'incendie et de secours de sapeurs-pompiers de Gaoua. Il place son commandement sous le sceau de la collaboration avec les autres forces de sécurité et de la protection des personnes et de leurs biens. Sié Michel Dawa. C'est officiel. Le capitaine Sié Landry Ouattara est désormais le commandant de la 15e compagnie d'incendie et de secours de Gaoua. Il reçoit ainsi toute la légitimité pour diriger des hommes et des femmes des forces armées nationales afin d'accomplir les missions qui lui sont assignées par la hiérarchie militaire. La prise du drapeau symbolise véritablement les responsabilités qui sont maintenant celles du nouveau commandant de compagnie. Il s'agit de travailler en symbiose avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans la région, et plus particulièrement en ce qui concerne la protection civile, la sauvegarde de la vie des personnes et la protection de leurs biens sur l'ensemble du territoire régional. Je mesure l'ampleur de la mission que vous me confiez et je prends l'engagement de m'y consacrer pleinement, en articulant mon commandement sur les grandes lignes suivantes. Le maintien du potentiel opérationnel, la gestion des opérations, la prévention des risques et la prévision dans notre secteur d'intervention. Et enfin, la culture d'un esprit de cohésion. Aux autorités administratives et politiques, militaires et paramilitaires, dont je salue au passage leur présence parmi nous, je sollicite un appui constant.
Le capitaine Sielandri Ouattara est titulaire du brevet de prévention, d'un diplôme d'officier de garde-compagnie et du diplôme de sapeur-pompier investigateur. Avant d'assurer le commandement à la BNSP Gawa, il a participé activement à plusieurs opérations sur le plan national et international. Et au Niger, le gouverneur de la région de Maradi s'est rendu ce matin au quartier Yandaga où des malfrats ont attaqué des citoyens. Bilan, un mort et 3 blessés. Gounia Gibrima. Il s'agit à travers ce déplacement pour le gouverneur de la région de Maradi, accompagné du secrétaire général du gouvernorat, de l'administrateur délégué de la ville de Maradi, du substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Maradi et les membres du conseil régional de sécurité d'aller constater de visu les dégâts occasionnés par des malfrats qui ont attaqué des exploitations agricoles situées à la périphérie de la ville de Maradi dans l'arrondissement communal 2. Des attaques qui ont fait malheureusement un mort et 3 blessés et d'importants dégâts matériels, notamment des plantations et habitations saccagées et brûlées. Le gouverneur de la région de Maradi s'est ensuite rendu au centre hospitalier régional, puis à l'hôpital de référence de Maradi, au chevet des blessés, où il a exprimé toute la solidarité des plus hautes autorités de notre pays. Au domicile de la victime décédée, le contrôleur général de police Issoufou Maman a présenté ses condoléances à la famille du disparu au nom de plus hautes autorités du Niger. Il a promis que toute la lumière sera faite sur cette affaire et les responsables seront traduits devant la justice. D'ores et déjà, des dispositions ont été prises pour sécuriser cette partie de la ville de Maradi en proie au phénomène d'insécurité résiduelle, vol et délinquance. Et c'est l'heure du sport. Dans ce 20h, ce soir, nous recevons Seragatou Sissi. Bonsoir Seragatou. Bonsoir Harriet Kone. Alors, les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 tapent à nos portes. Le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit, a animé ce matin une conférence de presse pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour ce double rendez-vous. Oui, Comores-Mali le 20 mars et Centrafrique-Mali 4 jours plus tard sont notés en gras à l'agenda des Aigles dans la course à la qualification à la Coupe du Monde 2026. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Tom Saint-Fit n'a pas trop chamboulé son groupe. Des cadres en passant par les revenants et les néophytes, Saint-Fit explique ses choix. Le décryptage de la liste des Aigles du Mali avec Ari Dumatina et Abou Kone. Après avoir réussi à qualifier les Aigles du Mali pour la prochaine phase finale de la CAN, le sélectionneur Tom Saint-Fit va cette fois-ci se lancer à l'assaut des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le technicien belge qui s'apprête à prendre en marche le train des éliminatoires du Mondial vient de publier la liste des 25 Aigles pour les matchs éliminatoires du Mondial des 5e et 6e journées contre les Comores le 20 mars et face à la République centrafricaine le 24 mars. Dans cette liste bâtie autour de la continuité, la seule nouveauté est la toute première sélection de Moustapha Sangaré, attaquant d'1,95 m qui évolue avec le club bulgare de Levski Sofia. Sinon, les 24 autres joueurs ont tous été déjà sélectionnés, même si certains d'entre eux, notamment Mamadou Kamara de Laval et le jeune défenseur d'Estrella Amadoura Issiar Dramé, ont été appelés une fois mais n'ont pas joué. À la tête des Aigles depuis quelques mois, Tom Saint-Fit s'est appuyé en grande partie sur les joueurs qu'il a utilisés pendant la campagne éliminatoire de la CAN. Entre autres, le gardien de but Djigui Diarra, le défenseur Mamadou Fofana, Abdoulaye Diaby, Salim Diakité, les milieux Mohamed Kamara Tiamanche, Alou Dieng, Lassana Koulibaly, Mamadou Sangaré Gaucher, Yves Bissouman et les attaquants El Bilal Touré, des retours de blessures, Nene Dorgeles, Sekou Koïta, Ibrahima Kone et Kamouri Doumbia. Aussi, on note les retours dans le groupe Aigle de l'attaquant de Banias Youssouf Niagaté et le défenseur du club espagnol d'Alaves, Moussa Diarra. Il reste 6 matchs, 2 à domicile, 4 à l'extérieur. Au papier, c'est pas facile, mais on a agréé ensemble et qu'on va faire tout pour écrire l'histoire. On va faire tout pour gagner chaque match. Et après, on va voir que c'est suffisant pour être qualifié pour la Coupe du Monde. Je reste presque avec la même sélection. Pour moi, c'est plus facile qu'on a des joueurs que je connais, les joueurs que le staff technique et moi comme entraîneur veut. Et aussi, on a les disciplines et ce sont des joueurs qui veulent.
contre Comores et contre Centrafrique République, ce n'est pas la qualité qui va décider qui va gagner, c'est la mentalité. Les éliminatoires du mondial, ce sont 10 matchs et après 4 journées dans le groupe I, les Aigles sont 4e avec 5 points, derrière Madagascar 7 points et les Comores et le Ghana qui comptent 9 points chacun. C'est dire que les 2 prochaines rencontres à venir sont une opportunité pour les Aigles de s'y relancer, même si les adversaires ne viendront pas en victimes expiatoires. Il n'y a pas de match facile, mais je veux être seulement content qu'on a 6 points après les 2 matchs, mais on doit respecter l'adversaire. On sait que ce n'est pas facile, ce sont des bonnes équipes avec leur qualité, avec Centrafrique République. Lors de la conférence de presse de publication de la liste, le sélectionneur a apporté des éclairages sur certaines questions relatives à l'absence notoire de plusieurs anciens cadres, dont Amadou Aïdara Doudou et également le cas Malik Yalkoué, convoité aussi par la Côte d'Ivoire. N'ayant pas de terrain homologué chez eux, les Comores et la République centrafricaine ont finalement choisi le Maroc pour jouer contre le Mali le 20 à Berkane et le 24 à Casablanca. Certainement une belle opportunité pour les Aigles qui joueront sur terrain neutre de qualité où il y aura très peu de supporters des adversaires dans le stade. Également, Sénégatou, le Mali est le pays hôte en 2025 du tournoi qualificatif de la CAN des moins de 17 ans au nom de la zone EFOI Ouest A et la nouvelle est tombée officiellement ce samedi. Oui, c'est un honneur pour le Mali. Ce sera du 18 octobre au 1er novembre 2025. Le Mali dispose de 8 stades, dont 5 à l'intérieur, tous opérationnels pour abriter ce tournoi UFOI Zone Ouest A qualificatif à la CAN de la catégorie. Le Mali est décidément sollicité. L'UFOI Zone Ouest A lui a aussi confié l'organisation d'une session de formation destinée aux instructeurs arbitres du 10 au 14 septembre 2025. Ces 2 événements majeurs dans notre pays contribueront à la promotion et au développement du football dans l'espace et au Mali. Et autre grand événement dans notre capitale, c'est le tour cycliste doté du prix ORTM organisé par l'Office et la Fédération malienne de cyclisme. Les 2 parties étaient face à la presse ce matin. Oui, ça va pédaler. C'est une première dans les annales. L'ORTM et la Fédération malienne de cyclisme conjuguent leurs efforts pour organiser le Grand Prix ORTM le 6 avril prochain. Cette course sur une distance de 120 km 200 verra la participation exceptionnelle des pays de la Confédération des États du Sahel. Daouda Koné et Toumani Diabaté ont assisté à la conférence commune ORTM Fédération malienne de cyclisme. Fidèle à l'un de ses slogans, à savoir à l'ORTM chacun compte, que l'Office de radio et télévision du Mali se lance dans la vulgarisation du cyclisme malien. Pour réussir cette mission de vulgarisation, l'ORTM est en partenariat avec la Fédération malienne de cyclisme pour l'organisation d'un Grand Prix cycliste dénommé Grand Prix cycliste de l'ORTM. Nous sommes venus voir le directeur pour demander cette compétition. Et nous sommes très heureux de vous annoncer qu'il a accueilli en tout cas la nouvelle avec beaucoup de joie, vu déjà que ça va dans le sens du développement confédéral. Auparavant, nos grands prix se limitaient juste aux cyclistes nationaux. Donc c'était fermé. Maintenant aujourd'hui, avec la nouvelle configuration de notre espace, donc nous nous sommes dit qu'on doit maintenant aller vers cette intégration en invitant maintenant dorénavant les coureurs de ces 2 autres pays. Les vélos est un passe-temps ici, mais c'est aussi un sport qui est apprécié par les Maliens. Mais au-delà, la proposition de la fédération va au-delà de nos frontières, c'est-à-dire elle concerne aujourd'hui les compétiteurs de l'AES, notamment du Niger, du Burkina Faso, qui vont se retrouver ici pour l'occasion. Donc vraiment, c'est un grand événement pour nous, pour la nation malienne, parce qu'aujourd'hui, je pense que autant le football permet de fédérer les âmes, mais je pense que le cyclisme aussi peut être un sport fédérateur. Cette rencontre avec les hommes de presse a été une opportunité d'expliquer le bien fondé de cette nouvelle compétition, les objectifs, le paraphe du contrat de partenariat. Pour ce premier Grand Prix cycliste de l'ORTM, les coureurs prendront le départ devant l'ORTM en passant par le boulevard de l'Indépendance pour rallier Kati et revenir à Bamako. Le parcours a été clairement défini. On va maintenant demander au service de sécurité, comme on a l'habitude de faire, de voir comment on peut mieux jalonner ces parcours-là pour qu'il y ait moins d'incidents possibles. Ça, c'est très important parce qu'en cyclisme, la sécurité compte beaucoup. J'invite le peuple malien à sortir massivement le 6 avril pour accompagner les coureurs, pour faire en sorte que, comme je l'ai dit encore une fois, que ce soit un événement
très festif. Le Grand Prix cycliste de l'ORTM sera couru le 6 avril prochain sur une distance de 120 km. Oui, vivement le 6 avril, hein, c'est la gâteau. Moi, j'y serai avec mon vélo. Moi aussi. À demain, plaise à Dieu. Et bonne soirée à vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos grands-pères disaient que si tu veux connaître le passé, regarde ton présent. Et si tu veux connaître ton futur, regarde tes actions d'aujourd'hui. À méditer. Bonne fin de soirée à tous.